Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour cette seconde journée du PIDS 2021 qui clôture la semaine du Paris Image, un événement qui se tient, comme vous le savez, au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Comme nous en avons pris l'habitude depuis plusieurs années, nous attaquons cette matinée du PIDS Biz avec la présentation tant attendue des chiffres de l'emploi dans les effets visuels. Pour cette première table ronde intitulée 2021, quelle perspective pour l'industrie française des effets visuels, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Danard, qui est directeur des études des statistiques et de la prospection au CNC, Jean-Yves Mirski, délégué général de la FICAM, et Philippe Sonrier, coprésident du syndicat France VFX. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose de découvrir ensemble l'étude du CNC réalisée en collaboration avec Audience et on se retrouve juste après. Quelles sont les questions explorées par cette étude? Eh bien, tout d'abord, quelles sont les tendances qui se dessinent? Comment évolue l'emploi dans les entreprises du secteur? Et enfin, quelle est la place des femmes dans ce secteur? Tout d'abord, quelques éléments de contexte en examinant les tendances qui se dessinent. La demande mondiale d'effets visuels ne cesse de croître, tant du côté des majors américaines pour leur production cinématographique que du côté des plateformes de VOD pour leurs séries. Les programmes qui utilisent les technologies VFX sont de plus en plus nombreux. Actuellement, dans le monde, selon les données d'Ampère Analysis, c'est 345 séries de science-fiction ou fantastique qui sont en production ou en commande. À titre de comparaison, seules 273 séries de science-fiction ou fantastique avaient été annoncées en 2019 dans le monde et 255 en 2018. Les plateformes internationales de VOD portent cette demande. Netflix, c'est 49 programmes de science-fiction ou de fantastique en cours de production, Amazon Prime Video, 35 programmes, Disney+, 22 programmes et HBO Max, 16 programmes. Et en plus, l'utilisation des effets visuels ne se limite pas aux seules œuvres de science-fiction ou de fantastique. Ces technologies sont aussi utilisées dans de nombreux autres programmes de fiction ou de documentaires, parfois même pour des effets visuels invisibles. Face à cette demande mondiale, la France a sa carte à jouer. Elle bénéficie d'un tissu d'entreprise dont le savoir-faire technique et artistique est reconnu à l'international. Il faut donc que nous soyons en capacité d'attirer encore plus de projets d'envergure internationale en France. Le CNC y travaille avec les professionnels du secteur afin de renforcer notre attractivité. Il convient aussi de rappeler qu'en France, nous avons d'excellentes écoles qui forment à tous les métiers de la filière. Alors qu'en est-il dans le cinéma? Dans la production cinématographique française, le recours aux effets visuels est relativement répandu. Selon les données du CNC, qui désormais évalue les dépenses de VFX dans la production cinéma, 72% des films français de fiction ont réalisé des dépenses d'effets visuels en 2019 et 94% des films dont le budget est supérieur à 5,5 millions d'euros réalisent des dépenses de VFX. En 2019, la dépense totale des productions cinématographiques dans les VFX est estimée à 16 millions d'euros. Mais les 2/3 de ces dépenses se concentrent sur seulement 5 films. En moyenne, ces dépenses représentent 3% du coût des films, et pour les films à plus de 15 millions d'euros, cela représente 6% du budget au global. Mais seulement près de la moitié de ces dépenses de VFX sont réalisées en France. En effet, on observe un phénomène de délocalisation de ces dépenses, particulièrement sur les films à budget élevé. Parmi les films français qui ont réalisé le plus de dépenses de VFX en 2019, on peut citer Braqueur d'élite de Steven Coal, Anna de Luc Besson, Le Chant du loup d'Antonin Baudry, Nicky Larson et Le parfum de Cupidon de Philippe Lachaud. Comment évolue l'emploi dans les effets visuels? Tout d'abord, le nombre d'entreprises évoluant dans le secteur des effets visuels a connu une forte croissance sur la période 2010-2015, plus 43%, et s'est stabilisé depuis 2016 à près de 80 entreprises. Au cours des 10 dernières années, les effectifs dans le secteur ont progressé jusqu'en 2017, puis se sont tassés depuis 2 ans avec un léger recul. Aujourd'hui, c'est plus de 3300 personnes qui travaillent dans le secteur, essentiellement des intermittents. Ils représentent 73% des effectifs. Depuis 10 ans, on observe une croissance régulière, plus 48%, des emplois permanents, c'est-à-dire en CDD ou en CDI. Il y a 10 ans, les permanents, c'était 20% des effectifs, contre 27% en 2019. En termes de masse salariale, elle a progressé jusqu'en 2017, plus 44% sur 10 ans, pour atteindre 65 millions d'euros.
Depuis, elle est stable, on a atteint un plateau. Ainsi, en résumé, compte tenu de ces évolutions, la masse salariale par employé connaît une croissance régulière depuis 8 ans et atteint son plus haut niveau de la décennie en 2019. Elle a au total augmenté de 36%. Ce secteur emploie aussi beaucoup de jeunes. L'âge moyen des salariés du secteur est de 35 ans. Près de 70% des salariés du secteur ont moins de 40 ans. La place des femmes se renforce dans la filière. Elle atteint 30% des effectifs en 2019 contre 26% en 2010. Elle représente aujourd'hui 27% de la masse salariale contre 23% en 2010. C'est plus de 1000 femmes qui sont employées dans le secteur, soit 23% de plus qu'il y a 10 ans. Et dans le même temps, le nombre d'hommes à travailler dans le secteur est resté stable. On observe également des carrières qui se pérennisent. En effet, la part des salariés intermittents avec plus de 10 ans d'ancienneté est passée de 15% en 2010 à 25% en 2019. On observe le même phénomène pour les salariés permanents. La part des permanents avec plus de 10 ans d'ancienneté représentait 18% des effectifs en 2010 contre 32% en 2019. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur l'ensemble de ces informations sur les effets visuels, eh bien je vous invite à consulter notre étude sur notre site cnc.fr. Jean-Yves, Philippe, une première réaction à ces chiffres qui viennent d'être dévoilés? Écoute, bonjour à tous d'abord. Beaucoup de chiffres très intéressants. Moi, un chiffre qui me perturbe, c'est le fait que plus on dépense en VFX, plus on délocalise. Ça m'embête beaucoup et il faut absolument qu'on casse cette tendance. On voit que pour les films à plus de 15 millions, on est à 60% de dépenses à l'étranger. Notre rôle avec France VFX, avec la FICAM, c'est justement de travailler pour que tout ça évolue dans un sens différent. Oui, bonjour. Je rejoins tout à fait ce que vient de dire Jean-Yves. La France... On a créé France VFX en regroupant l'ensemble des studios, en essayant de regrouper l'ensemble des studios pour justement contrer ce genre de phénomène et de proposer une offre collaborative entre studios et structurée. Donc, on a bien conscience de ce problème. Et ce que je remarque également, c'est que tout de même, toujours le faible niveau d'intervention globalement, 16 millions, c'est très peu annuellement en dépenses de VFX. On est donc présent, l'ensemble des studios, avec des politiques d'innovation, avec des savoir-faire, avec un bassin d'emploi. On a toutes les armes avec nous. On constate un petit frémissement là en ce moment, quand même, qui incite à penser que des plus gros projets peuvent commencer à venir en France ou de l'étranger, ou même qui viennent de productions françaises en collaboration, souvent avec d'autres nations néanmoins. Donc, on est armé, on est en ordre de marche là. On espère que tout cela va pouvoir déboucher rapidement, et notamment avec la fin de la pandémie, si toutefois ça se confirme au cours de l'année. On remarque dans cette étude, on parlait effectivement d'une délocalisation importante pour des grosses productions. Néanmoins, le CNC a lancé il y a quelques années, en 2017, un plan VFX et qui favorise justement d'une part la collaboration entre les studios d'effets visuels et notamment pour des gros projets VFX. Ça n'a pas été suffisant ? Alors là, pour l'instant, ça se traduit. Bon, il faut voir ça dans le contexte d'un temps un peu long parce que les gros projets mettent du temps à se structurer. Et on pense que nous, au niveau de France VFX, il y avait un déficit de communication. Les outils étaient là, mais pas clairement montrés. Et il pouvait y avoir des effets de complexité ou de non-compréhension. Donc, on a beaucoup insisté auprès du CNC pour rendre l'offre très lisible. Et évidemment, l'extension du crédit d'impôt international à 40%, sous condition évidemment de dépenser 2 millions en France au niveau des VFX, aide, et on le sent quand même. Plusieurs studios ont dès à présent des liens avec des producteurs en vue de réaliser, de fabriquer effectivement des choses beaucoup plus importantes. On est sur quand même la venue de plus gros budgets là, et de choses plus intéressantes.
On reparlera aussi de l'effet des plateformes plus tard, mais je pense que c'est un phénomène. Elle joue aussi, effectivement un rôle important. C'est vrai qu'on voyait dans l'étude également que la part VFX dans les productions reste à 3%, ce qui est relativement faible. Je ne parle pas des Américains qui sont parfois à 25%, voire 50% sur certaines productions, mais on n'en est pas là. On a évidemment quelques contre-exemples récents. Je pense notamment à un film qui sortira en avril et qu'on présente dans le cadre du PIDS, Comment je suis devenu super-héros, où là on est autour de 15%, et il y a une collaboration entre studios. J'ai le sentiment que depuis 1 an ou 2, il y a également d'autres projets, Lupin récemment, également la série pour Netflix, où il y a des collaborations entre studios, ce qui était extrêmement rare par le passé. C'est plutôt un motif de satisfaction, j'imagine. Oui, tout à fait. On a décloisonné, on a parlé, on a échangé. Il y a des profondes amitiés qui se lient entre les studios et on a compris qu'il fallait absolument proposer des offres croisées, communes, montrer qu'on peut travailler ensemble parce que il y a une grande diversité des entreprises. Il y a beaucoup de petits studios, des plus gros, mais en réalité, on a des choses très variées avec des compétences assez complémentaires. Donc, on essaye absolument de faire en sorte que ce soit possible. Et il y a déjà des cas concrets. Nous, on voit des studios qui ont effectivement collaboré de plus en plus avec grand plaisir et beaucoup de professionnalisme en plus. Je voudrais quand même ajouter quelque chose, si tu permets, parce qu'il y a l'autre bout du spectre, moi, qui m'embête un petit peu. C'est un effet que je qualifierais peut-être d'un effet pervers de l'agrément qui existe depuis 2018, où on voit, puisqu'on a un chiffre qui en apparence est satisfaisant, puisqu'on a plus de 70% des films qui font appel à des VFX. Par contre, la difficulté, c'est quand on regarde le niveau des dépenses, on a quand même pour les films à moins de 2,5 millions, on est autour, je pense qu'on doit être à 1% des budgets, ce qui fait qu'on a des dépenses qui sont de l'ordre de 10 000 euros peut-être par film, ce qui est quand même pas grand-chose, et qui est lié, je vais pas être trop technique, mais qui est lié quand même au barème de l'agrément, puisqu'il faut avoir 100 points, et on a 3,5 points quand on fait des VFX. Le problème, et on l'avait pointé du doigt à l'époque, c'est que cette dépense, elle est pas, il n'y a pas de minimum en dépense absolue ou en valeur, donc ce qui fait qu'avec quelques milliers d'euros, on peut gagner 3,5 points sur l'essence, qui est quand même pas négligeable, sachant que par exemple on a 20 points qui sont automatiques pour la langue. Enfin bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais je trouve qu'on a quand même un vrai manque de. Finalement, ça n'incite pas peut-être les producteurs ou les films à aller sur les VFX davantage, parce qu'avec très peu de dépenses VFX, ils ont les points, et donc finalement ça règle une partie de leurs problèmes. L'autre point qui est pointé, c'est de l'autre côté de la chaîne, c'est sur des gros projets, c'est-à-dire le fait que dès qu'on arrive à des projets français, j'entends ambitieux en matière des effets visuels, il y a une tendance, malgré tout, malgré les incentives qui ont été prises par le CNC et qui quand même, on revoit quand même qu'il y a une relocalisation importante. La situation est quand même plutôt bonne, mais malgré tout, sur les très gros projets, il y a encore un déficit il y a encore en tout cas un départ de prestations sur l'étranger. Que faire Nous, on pense que c'est le pouvoir d'attraction lui-même, une espèce de politique de l'offre au niveau des studios, en ayant plus d'innovation, en proposant un savoir-faire qui se montre à l'image, et on est tout à fait capable de le faire. On sent que ça frémit quand même pas mal. J'espère que ça va déboucher sur. Il suffit de quelques gros projets. On l'a vu, il y a quand même. Globalement, ce chiffre de 16 millions qui est quand même très très faible. Et qui est assez stable d'ailleurs, parce qu'on en parlait il y a quelques années, on est toujours autour de 15 millions d'euros depuis plusieurs années. Mais c'est vrai qu'on a aussi un manque, on en pointait aussi, c'est qu'il y a aussi, par ailleurs un manque de gros projets en France. On s'aperçoit que d'ailleurs il y a 5 ou 6 longs métrages qui vont capter l'essentiel du budget VFX finalement. Donc finalement, votre chiffre d'affaires tient dans la main de très peu de films si on regarde ça de plus près.
Ouais, l'étude le montre clairement, effectivement, 5 films, 67% des dépenses totales, c'est très impressionnant. Et c'est vrai que c'est pas peut-être pas suffisamment dans la culture des réalisateurs, des producteurs, de ceux qui font des films, de faire appel au VFX. Et ça, il faut que ça évolue, mais ça prend du temps. Je crois que ça prend du temps. Et c'est vrai que on peut voir de l'autre côté en se disant qu'on a un formidable potentiel, parce que comme le dit Philippe, 16 ou 17 millions, c'est quand même assez peu. Aujourd'hui, les VFX vont essentiellement sur la pub. Ce qui est déjà très bien, mais il y a vraiment de la place pour que ça augmente au niveau de la fiction, que ce soit du cinéma ou de la fiction télé. Ouais. D'où l'importance de l'arrivée des plateformes qui vont changer en fait la nature des choses, à mon avis. Et je le ressens comme ça dans la pratique et dans les commandes qu'on a en ce moment. On a des choses très ambitieuses du point de vue visuel. Arsène Lupin, par exemple, dans les séries, on commence à voir ça, dans des films aussi, où il y a une volonté d'entertainment assez et de maîtrise du récit quand même, concomitamment. Donc, on a forcément, les producteurs français regardent ça, regardent le succès. Quand on voit le succès de Lupin, c'est dingue. Donc, je pense que les producteurs aussi, on les sent beaucoup changer et prendre beaucoup plus de risques visuels. Donc, tout ça arrive très vite, j'ai l'impression. Hein. Alors, J'espère que ça va se matérialiser en 20 et 21, mais... Très bien. Il y a aussi l'exigence aussi peut-être des plateformes, parce qu'on disait que les plateformes commandent évidemment, pas seulement les plateformes, hein, j'intègre dedans également les diffuseurs qui jouent un rôle important, les diffuseurs historiques, dirons-nous, mais aussi on sent qu'il y a une montée en puissance en termes d'exigence de qualité, et donc forcément ça joue pour les sociétés de prestation d'effets visuels. On parle de Netflix, d'Amazon, mais bien entendu Canal+ joue un rôle hyper important dans ce domaine-là avec plusieurs productions assez ambitieuse. Donc ça, c'est un plan, effectivement, on peut se réjouir de ça. Côté grosse production cinéma, même si le cinéma, évidemment, a beaucoup été perturbé en cette année 2020, il y a certainement aussi également, j'imagine, le phénomène de la coproduction, c'est-à-dire que le fait que certains travaux d'effets visuels ne peuvent pas être réalisés en France pour des gros budgets de films d'initiative française, c'est peut-être lié également à des politiques de coproduction qui font qu'une partie de la prestation, par le jeu de la coproduction, doit s'effectuer sur d'autres territoires européens. Oui, c'est sûr que ça joue un rôle. Là, je ne vais peut-être pas répondre directement, mais il y a un argument, nous, qui est important, c'est la prolongation du crédit d'impôt international qu'on vient d'obtenir, que ça a été pas simple au Parlement, puisque ça a été retoqué à l'Assemblée nationale dans un premier temps, et grâce au Sénat, c'est revenu. Mais c'est vrai que pouvoir donner cette visibilité à des grosses productions sur des séries et autres, on a notre crédit d'impôt qui devait s'achever en 2022, qui est prolongé jusqu'en 2024. C'est un argument qui est très utile, justement aussi dans le cadre de ces coprods internationales ou pour faire venir des producteurs étrangers. Donc oui, il y a plein de choses à faire. C'est le tout début finalement, on a commencé à en parler ensemble depuis 2 ou 3 ans dans le cadre du PIDS, effectivement, que le salut pour les sociétés françaises d'effets visuels passait par l'international, par la capacité de ramener des projets en France. On a cette incentive de 40%, ce crédit d'impôt international, qui commence maintenant à être, je trouve, bien identifié de la part des studios. C'est vrai que 2020, il y a eu un peu un ralentissement pour tout le monde, y compris évidemment pour les studios, ce qui fait que ça a peut-être empêché le dispositif, si je puis dire, de se déployer. Est-ce qu'il y a justement pour l'année à venir, sans rien dévoiler, mais des choses intéressantes qui se profilent à l'horizon, grâce à ce fameux crédit d'impôt passé à 40% et qui est prolongé maintenant? Bon, les projets sont relativement secrets. Le secret est bien gardé, même même au niveau de la coprésidence. Je ne suis pas au courant de tous les projets parce que il y a des NDA qui sont signés dans tous les sens et c'est très sensible, hein, le commerce avec l'international. Mais oui, il y a des projets, je crois, assez importants en cours. Je voudrais dire que pour l'année 2020, il y a eu effectivement une grosse baisse d'activité du point de vue pour les studios VFX, donc lors du premier confinement. Il y a eu un effet de rattrapage qui s'est retrouvé ensuite et qui rend à peu près, je pense, l'activité étale par rapport à l'année précédente. Enfin, c'est à vérifier tout ça, mais globalement, le problème, c'est que les studios ont dû mettre en place tous des procédures de travail rapidement en remote. Ça a coûté quand même un peu d'argent. Il y a des pertes d'exploitation liées à des surcoûts Covid quand même.
Donc, le CA des principaux studios sont à peu près équivalents, mais les résultats seront moins bons parce que c'est évidemment les studios qui prennent en charge les surcoûts. En définitive, il n'y a pas d'aide spécifique ni la capacité des producteurs de payer ces surcoûts la plupart du temps, sauf exception. Et bravo à ceux qui ont réussi à faire ça. Maintenant, en 21, c'est une toute autre histoire, je pense. Alors, 21, on va en parler dans quelques instants. Juste pour revenir sur 2020, parce qu'effectivement, c'était une année où il y a eu évidemment un choc important pour l'économie mondiale et pour le cinéma. Justement, Benoît, l'étude qu'on vient de découvrir couvre l'année 2019. Est-ce que tu as des premières estimations concernant 2020 en termes d'activité ? Oui, on a quelques éléments qui sont issus de l'INSEE, des données de l'INSEE sur les 9 premiers mois en 2020, qui concernent l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises. Alors, dans la production cinéma, ce qu'on observe, c'est sur les 9 premiers mois, on a une baisse de l'ordre de 10% du chiffre d'affaires, avec une baisse assez importante au printemps, puisqu'on est à moins 33% sur le printemps. Et puis, on observe un retour à quasiment la normale pendant l'été, ce qui fait qu'en mois de septembre, on était à moins 3%, donc dans la prod cinéma en termes de chiffre d'affaires. Et pour la production audiovisuelle, on a un peu le même phénomène, avec une baisse de moins 15% de chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois, et une baisse plus importante au printemps, où on était à moins 25%. Et puis, on constate une amélioration pendant l'été et au cours du mois de septembre. Ce qui est important d'observer aussi, c'est qu'il faut se rappeler que le CNC a mis en place un fonds de garantie pour les assureurs de tournage, ce qui a permis de réenclencher les mécaniques de tournage à la fois dans la production cinéma et dans la production audiovisuelle, de les réenclencher très vite. Et ça a permis au tournage de retrouver le chemin de la normale, de la quasi-normale pendant l'été. Donc, il y a eu une grosse activité de tournage au global pendant l'été, même si, tout en respectant, bien entendu, les contraintes sanitaires qui induisent des surcoûts malgré tout. Et avec du coup un décalage pour les prestations d'effets visuels, donc beaucoup sont arrivés plutôt en fin d'année 2020. Justement pour se projeter un petit peu sur 2021, donc on a eu des arrêts de tournage, ça a repris évidemment. Peut-être pas avec la même fréquence, parce qu'il y a une autre problématique, c'est la fermeture des salles. Quand même, les salles sont toujours fermées, et cela depuis de nombreux mois, ce qui derrière a un impact sur la baisse de production de films, même s'il y a de la fiction qui est en augmentation. Comment voyez-vous l'année 2021 pour les studios VFX, Philippe ? On travaille sur des projets qui sont très longs, donc quand ils sont un peu importants, il y a évidemment un certain nombre de petits projets qui ont été arrêtés, suspendus, repris. Donc là, ça a mis surtout, ça a créé un gros désordre d'organisation, dirais-je. Et quand il y a collaboration là-dessus, c'est aussi pas mal impacté. Donc, tous ces petits projets-là, il y en a eu un peu moins quand même en 2020, et il y en a qui vont se débloquer en 2021. Je vois pas mal de tournages quand même. C'est vrai, grâce à l'appui des pouvoirs publics et singulièrement du CNC, on a évité le pire, ça c'est clair, au niveau de tous les studios. Il y a, les studios français sont résilients parce que c'est des petites structures la plupart du temps, et même les grosses sont habituées. On est des structures très aguerries quand même, et avec un fort degré d'entrepreneuriat. Donc, c'est quand même des structures solides et résilientes. Mais c'est donc, on peut imaginer qu'il y a une petite vague de ces petits films qui ne prennent pas beaucoup d'effets, mais qui en prennent quand même, et pour qui les effets sont un peu importants. Et sur les gros, encore une fois, sur les gros projets, moi, j'ai quelques visions avec vraiment une arrivée massive des projets liés aux plateformes. Sur les films de cinéma, c'est encore, je trouve, très, très aléatoire. Les films vraiment liés aux films qui vont effectivement être l'ouverture des salles, et la vision de la fin de la pandémie est extrêmement importante pour avoir ce retour-là, parce qu'on sait très bien que la mise de fonds pour le marketing, pour la mise en salle des films est extrêmement importante. Donc, les gros projets
sont maintenus. Pour l'instant en attente. On est toujours encore dans ce cas-là. Là. Un embouteillage des sorties. Jean-Yves, justement, côté FICAM 2021, vous voyez comment? Je crois que le secteur des VFX se porte pas trop mal parce que, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, il y a quand même une possibilité de télétravail et ça, c'est très important dans la période actuelle. Les entreprises ont été effectivement, je pense, surprises, comme tout le monde, mais se sont adaptées et aujourd'hui, si je prends le scope total des industries techniques et des prestations, finalement, ce secteur des VFX, il peut fonctionner, c'est pas optimal, mais il peut fonctionner en télétravail. Et malheureusement, si on va vers des périodes de confinement et autres, on pourra continuer à travailler. Donc, les sociétés ont réussi à s'adapter. On est dans un secteur où il y a des gens qui savent se débrouiller avec des écrans, avec des ordinateurs, avec tout ça. Donc, ils ont pu continuer à bosser, c'est probablement au prix d'une productivité, c'est pas probablement, c'est au prix d'une productivité moins forte, mais on peut bosser quand même, et ça c'est important. Donc je suis pas trop pessimiste pour ce secteur sur 2021. Mais il faudrait effectivement, je dirais à la limite, les questions sont aussi sur 2022, c'est la problématique que tu as évoquée des financements. C'est ça qui va être le point clé. S'il n'y a pas de sortie de film, automatiquement, notre secteur, par ricochet, il y aura moins d'argent dans la production. Alors c'est vrai qu'on sait qu'il y a la fiction qui se développe et les plateformes effectivement qui vont devoir investir, tout ça, ça va être positif. Donc grosso modo, pas trop d'inquiétude. Bon alors, petit bémol sur... Excuse-moi Yann, mais petit bémol quand même sur l'effet pandémique et l'effet qu'on souligne, c'est que vraiment, comme les structures françaises sont quand même, elles sont fortes inside, mais très peu de marge, et c'est quand même très très dur. Le modèle économique est extrêmement complexe parce qu'on est à chaque fois sur des films différents où il faut beaucoup de créativité et beaucoup d'innovation pour se maintenir au niveau de la concurrence internationale dont notamment aux États-Unis, au Canada et en Angleterre, les studios sont extrêmement forts parce qu'ils traitent des volumes donc on est quand même on reste le petit poussé vraiment, hein. La pandémie nous a, oui, on maintient l'activité, mais on gagne encore moins d'argent ou on en perd un peu plus. Et donc, ça ne peut pas durer très longtemps, cette histoire-là, avec la structuration actuelle, à la fois en termes de prod et de dispersion. C'est pour ça que nous, on pense vraiment que la collaboration est un effet, c'est pas un effet d'aubaine, hein, c'est un effet structurant, et on mise beaucoup là-dessus. Parce que là, on prend des coups quand même, et cette année, on a pris des coups. Ça nous permet de rebondir. Nous, on est à fond sur l'innovation. Il y a des studios qui en profitent aussi pour essayer de marquer des points, parce qu'il n'y a que l'innovation, en définitive, et le savoir-faire, parce que le savoir-faire, c'est quelque chose. La formation aussi, le fait qu'on ait accès à des graphistes assez simplement et avec un bon niveau, c'est extrêmement... Mais tous ces atouts-là, il va falloir que tout ça se matérialise par une montée en quantité et en qualité de nos prestations. Donc montée en puissance, capacité de collaboration, on l'a dit, ça commence à se faire de plus en plus, et on se rappellera notamment que l'industrie anglaise, c'est quand ils ont commencé à collaborer ensemble, notamment sur les Harry Potter, qu'ils ont pu décoller. Donc on aura évidemment l'occasion de s'en reparler prochainement. J'imagine que la reprise va surtout s'effectuer plutôt sur le second semestre 2021. Donc, il faut tenir le choc d'ici là. Merci, messieurs. Il est déjà temps et l'heure de nous quitter. Donc, merci à vous. Le Paris Image Digital Summit continue. À tout de suite. Merci.